gars, c'est quoi la chaux? T'es idiot ou quoi? C'est du calcaire qu'on a calciné. Et comment est-ce qu'on fait de la chaux? Ça, je sais pas trop. Mec, je crois qu'il y a une entreprise qui fait de la chaux à environ 1 heure de route d'ici maximum. À 1 heure d'ici, une entreprise qui fait de la chaux? Yes. Vous êtes pas chaud d'y aller? Trop Non, chaud! Allez! Mais en fait, les gars, c'est par où? Je sais pas. Ah, plutôt vers l'est ou plutôt vers l'ouest? Je crois que c'est à l'ouest. Allons-y. Ok, allons-y. Et voilà, nous voici devant les fours. Le four Mars à ma droite, le grand four, et les petits fours annulaires. Les pierres de calcaire sont acheminées vers les différents fours. Les petites vers les fours annulaires et les grosses vers le four Mars. Mais une fois les pierres dans le four Mars, comment fonctionne ce four? Que pouvons-nous dire sur le chemin que suivent ces pierres? Afin de vous expliquer les différents principes de la calcination ainsi que les procédés utilisés, nous avons réalisé une modélisation en 3D par ordinateur. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur du four afin de voir ce qu'il s'y passe plus précisément. La première étape de la calcination consiste en la descente des pierres dans le four. Elles descendent à une vitesse de 0,35 mm par seconde. Le combustible utilisé est la biomasse. On peut observer dans le four la combustion. Lorsque les pierres sont complètement calcinées, elles sont récoltées en bas du four. Le principal avantage de ce type de four est qu'il comporte 2 tours, une ici et une là. Pourquoi 2 tours? Tout simplement car les gaz, une fois utilisés pour la calcination dans la première tour, sont envoyés dans la deuxième tour afin de continuer la calcination de la chaux. Et ceci par le tube qui est passé ici au milieu. On peut aussi se poser la question, pourquoi la biomasse? Donc on a bien évidemment différents types de combustibles qui s'offrent à nous, qui partent du gaz ou à d'autres types de combustibles fossiles que l'on utilise actuellement. Et pour effectivement réduire notre empreinte, je dirais au niveau de nos émissions, on essaie de se diversifier sur l'utilisation de ce que l'on appelle biomasse, puisqu'elles sont comptabilisées, je dirais, au niveau des émissions sur un facteur 0. C'est pas pour ça qu'on ne va pas produire de CO2. Je dirais, de toute façon, on essaie de rentrer dans des compromis qui sont des compromis aussi qualitatifs, et on ne le fait pas uniquement pour une vision coût. Le tout c'est un réel global, qualitatif, coût, environnement, respect des émissions. Donc c'est un petit peu un tout sur cette partie-là. Mais on essaie de faire des essais effectivement avec de la biomasse qui serait disponible. Peut-être sur la région pour essayer de réduire notre impact écologique. En fait, les CO2 font partie de nos gaz de combustion, qu'on appelle plus communément nos fumées. Donc, toutes nos fumées sont traitées, je dirais, en tout cas via les meilleures techniques disponibles, sur la partie filtration. Donc, effectivement, tous les effluents sont traités pour qu'on puisse obtenir des rejets à l'atmosphère qui respectent les arrêtés qui sont de l'ordre de 50 mg par mètre cube au niveau des poussières. Maintenant, si on regarde le CO2, il faut bien savoir que dans nos métiers, on a 2 CO2. Je m'entends en sachant qu'effectivement c'est toujours la même molécule, mais on a d'abord le CO2 qui est émis de la combustion. Ça, c'est une chose. Maintenant, et ça, effectivement, on y travaille pour essayer d'optimiser notre utilisation énergétique et de diminuer notre consommation d'énergie. Maintenant, pour produire 1 tonne de chaux, la nature nous dit qu'il faut également produire grosso modo 1 tonne de CO2, puisque la décarbonatation telle qu'on l'appelle, la dissociation du CaCO3 en CaO plus CO2, fait que pour 100 g de CaCO3, vous allez retrouver 56 g de CaO et 44 g de CO2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CO2 de décarbonatation qui est issu du process. Et là, on ne peut rien y faire pour le réduire.